du culte musulman. Un observatoire, l'Observatoire contre l'islamophobie, qui est actif depuis 2003. Non, il est actif depuis 2011. Avant, il y avait une commission qui était chargée de cela et l'Observatoire a été créé en 2011, exactement le mois de juin 2011, ça fait 5 ans que j'ai pris l'honneur de présider cet observatoire. Donc, on constate, bien évidemment, les actes islamophobes, mais également contre. Et contre la discrimination également. Il y a les actes anti-musulmans, il y a les discriminations également, sur lesquelles on fait des bilans et pour lesquels on lutte, et pour lesquels on fait également des rapports et on alerte les pouvoirs publics sur cela. On aura l'occasion d'en parler. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À votre côté, nous recevons Hakim Elmi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Diasporama. Vous êtes maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Oui. C'est dans le Val-de-Marne. Oui. Bien ça. Et vous êtes toujours président de l'espace franco-algérien. Oui, j'espère que quelqu'un prend la succession, mais toujours. Et effectivement, on travaille aussi sur ces questions de discrimination. Moi, à titre professionnel, j'ai travaillé déjà. Il faut savoir quand même qu'on parle effectivement des résolutions de l'ONU, mais vous savez que c'est l'Europe, parce que la France s'y intègre depuis les années 70, mais il faut savoir que c'est quand même l'Europe qui, au début des années 2000, a mis en place des directives pour lutter contre la discrimination. Parce qu'avant, c'était aussi un travail en 95, quand les choses sont sorties par Vivorca, Bataille, où ils ont commencé à parler de discrimination. Eh bien, c'est vrai que les études n'existaient pas beaucoup, ou très peu. Et donc, ces directives européennes de 2000 montrent aussi quand même que l'Europe s'est construite, elle a travaillé sur la discrimination, notamment aussi l'égalité pour les femmes et pour tout ça. Et on voit bien que ces directives, quand même, elles ont un peu de mal à se mettre en œuvre. Et on voit bien que quand même, dans les années, presque plus de 15 ans après, on est toujours à découvrir la discrimination. C'est ça qui est paradoxal. C'est pas le rapport qui me en soi, mais c'est que chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, on découvre la discrimination, alors qu'elle a jamais cessé, quoi. On va y revenir dans un petit instant. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous recevons également Shamsiti Bezitouni. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ambassadeur de Seed Stars Algérie. Alors dites-nous un mot sur Seed Stars World. C'est un petit peu les Jeux Olympiques de la start-up pour les pays émergents. Tout à fait. Alors je suis ambassadeur de Seed Stars World en Algérie et de l'écosystème entrepreneurial tech algérien au niveau de Seed Stars World. Seed Stars World, c'est une plateforme suisse, d'origine suisse, qui s'intéresse aux pays émergents en matière de technologie, d'entrepreneuriat et de start-up tech, bien évidemment. Donc c'est une start-up qui essaie de regrouper une fois par an tous les champions de ces pays-là, donc Amérique latine, Afrique, Asie Pacifique, et des marchés émergents également comme l'Australie, Dubaï ou Hong Kong. On va revenir d'ailleurs sur cette compétition dans un tout petit instant et puis sur cette grande finale qui se tient chaque année à Lausanne. Alors une situation urgente, indique Dixit Jacquemot, avec ce panorama un petit peu inquiétant des discriminations liées à l'embauche. Quelle lecture faites-vous, monsieur Zekri, de ce rapport qui a été dirigé donc par Jacquemot, qui est le défenseur des droits de cette institution? Vous savez, ce rapport a été établi naturellement suite à plusieurs alertes au niveau du CFCM, au cadre de l'Observatoire, et également dans le cadre de l'Observatoire de la laïcité dirigé par Jean-Louis Bianco, avec lequel on a eu beaucoup de réunions. Tous ces actes ont été dénoncés. Malheureusement, comme vient de dire Aglis, on ne découvre pas quelque chose de nouveau. C'est une continuité. Vous savez que les actes de discrimination en France, en 2015, il y en a eu 30 000 actes de discrimination. Alors, il n'y a pas uniquement l'embauche, il y a également la discrimination au logement. Oui. Vous avez, le contrôle facial, c'est une discrimination. D'ailleurs, la France vient d'être condamnée par la Cour de cassation. Donc, tout cela fait qu'il y a ces discriminations. Et ces discriminations, naturellement, on parle de terrorisme, on parle de certains événements graves. Ces discriminations et ces actes qui se multiplient en France encouragent les jeunes, justement, à ne plus croire à leur avenir, ne plus croire également à la République, ne plus croire aux lois et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, il faut essayer de les combattre. Il faut qu'il y ait des lois, mais malheureusement, les lois, très souvent, ne sont pas tellement appliquées. Les gens qui sont arrêtés pour discrimination, les peines sont mises. Donc, ça encourage. Et c'est une situation très grave même. Et même dans le cadre des discriminations, dans le cadre du plaisir des jeunes, quand ils veulent aller le soir, c'est humain, ils veulent aller comme les autres jeunes, dans les boîtes pour rentrer, pour danser, pour s'amuser. Dès qu'ils sont frisés, ils sont refoulés. Ils sont refoulés, on ne laisse pas rentrer dans des boîtes pour danser, pour s'amuser comme les autres, parce que c'est des Arabes. Et cette discrimination, elle prend une ampleur actuellement très inquiétante. Et le pouvoir politique, je pense, certains dirigeants ont conscience, mais ferment les yeux. Ça, on ne peut pas continuer, si vous voulez, à laisser ce phénomène s'étendre, parce que la situation est très grave. Et comme dit le défenseur des droits,
ça devient alarmant. D'ailleurs, parmi les motifs de discrimination raciale à l'embauche, on va le découvrir en images. Quel a été le motif de discrimination? Quand on interroge les personnes qui ont participé à cette étude, elles sont 758 personnes, dont 80% sont de nationalité française. 61% disent avoir été souvent ou très souvent victimes de discrimination à l'embauche. Et donc, ce qui arrive dans ce sinistre top 3, si je puis dire, c'est nom et prénom, origine ethnique et également appartenance religieuse, bien souvent supposée. Bien évidemment. On peut être musulman et en pratiquant, et c'est pour cela qu'à un moment donné, il y avait l'idée de faire des CV sans nom et sans prénom, et sans photo, uniquement des CV dans lesquels le nom des gens pour qu'il n'y ait pas de consonance Ali, Mohamed ou voilà. Ouais. Alors sur la discrimination à l'embauche également, on va également découvrir encore ces chiffres. Quelle lecture vous faites de ces chiffres sur la discrimination à l'embauche? Il faut savoir que 61% des personnes interrogées disent avoir été souvent ou très souvent victimes de discrimination à l'embauche. Hakim Eldoubi. Alors déjà, pour reprendre ce que tu disais, c'est quand on dit qu'il y a 30 000 cas qui ont été relevés, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Le problème de la discrimination, c'est la difficulté de la qualifier. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de la loi existe, mais la loi telle qu'elle est faite, c'est qu'il faudrait inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, c'est à vous de prouver que vous avez été victime de discrimination. Et c'est toujours très difficile de le prouver, parce que les gens peuvent se réfugier d'un certain nombre de choses. Et donc, il faudrait au contraire qu'aujourd'hui, on inverse la charge de la preuve, ce soit au patron de justifier pourquoi il vous a pas recruté. Et là, on changerait la donne et on verrait effectivement quels sont les critères. Parce que beaucoup de jeunes ont essayé d'échapper à la discrimination en pensant qu'en étant diplômés et compétents, ils arriveraient à échapper. Mais malheureusement, ils se heurtent aussi au plafond de verre. Vous savez, le plafond de verre, c'est vous montez à partir d'un certain niveau, il n'y a plus personne, quoi. Et justement, on pourra en parler aussi sur les deux livres, parce que c'est pas. Et donc les jeunes, entre guillemets, ces jeunes issus de la diversité, de l'immigration, voilà, mais même si ces jeunes Français qui sont pas, qui ont des noms à consonance musulmane, comme je disais, elle est supposée. Il disait s'il y en a qui sont musulmans et qui pratiquent pas, il y en a ils sont pratiquement musulmans, mais oui, c'est varié, c'est pas uniforme. Et donc par contre, ils essaient d'aller à l'étranger. Et là, effectivement, parfois, même leur salaire est multiplié par 3, etc. Oui. Donc c'est bien que dans le pays d'origine, il y a un manque de reconnaissance. Le pays d'origine, c'est de là où ils vivent, là où ils sont nés, de naissance ou d'adoption, parce que c'est ça le droit aussi. Et je crois que en réalité, ce qui fait peur, c'est la mobilité. La mobilité inquiète plutôt que. Et même si elle inquiète d'ailleurs, on en examinera tout à l'heure. Justement, Chef Bézitouni va nous parler de la mobilité. Est-ce que l'entrepreneuriat peut être la réponse ou peut-être une clé justement pour lutter contre la discrimination? On va juste revoir quelques chiffres, puisque vous évoquiez à juste titre à quel départ à l'étranger. Quelles sont les conséquences de ces discriminations raciales chez les victimes? Eh bien, une des conséquences, alors se tourner vers l'entrepreneuriat, mais c'est une conséquence assez marginale. Mais il faut savoir que pour 40% des personnes qui ont témoigné, partir à l'étranger est la meilleure solution pour ne pas avoir à accepter un emploi moins bien qualifié ou moins bien payé. Donc, c'est pas juste accepter un emploi, mais c'est accepter un emploi moins qualifié ou moins bien payé, le fameux plafond de verre dont vous parliez. L'entrepreneuriat, ça peut être une solution par discrimination, Chef Bézitouni? Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Vous savez, nous sommes les ambassadeurs de l'entrepreneuriat, donc nous ne pouvons que défendre l'entrepreneuriat. Mais pourquoi nous sommes convaincus sur un plan pragmatique? C'est que nous croyons à l'entrepreneuriat et à la technologie. Donc, deux que ni les lois, ni les barrières, les frontières ne peuvent contrôler. En tant qu'entrepreneur, on transforme toute menace ou tout problème en opportunité d'affaires qui répondent à un besoin social ou économique. Quand on est dans la technologie, on ne connaît plus les frontières physiques, on ne connaît plus les polices avant frontières et pour commercer, pour avoir un revenu. Donc, nous, à travers la plateforme StarZone, on a constitué comme un cluster des pays émergents. On s'identifie à des pays comme le Maroc, la Tunisie, les voisins, mais aussi à des pays comme le Brésil, le Mexique ou la Chine. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des problématiques où nous essayons de répondre à des besoins, alors que des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis sont en train de répondre à des problématiques de confort. Donc nous sommes dit pourquoi ne pas nous regrouper autour d'une plateforme ou sur une plateforme qui s'intéresse à nos problématiques pour attirer tous les acteurs d'un écosystème, non pas algérien ou régional et global, mais une globalité que nous avons pensée. Donc c'est pas une globalité mondiale comme le supposent les autres compétitions, mais là c'est vraiment des pays qui se ressemblent avec des acteurs qui se comprennent,
et qui ne s'auto-évalue ou juge pas. Oui. Quand on évoque justement le départ à l'étranger, est-ce que vous-même, vous avez été amené à rencontrer des entrepreneurs venus de l'autre côté de la Méditerranée, si je puis dire, pour créer des startups en Algérie, pour créer des projets ici en Algérie? Alors, nous travaillons sur ça, justement. Oui. Quand on est dans l'entrepreneuriat technologique, il est très très important qu'il y ait plusieurs nationalités pour qu'il y ait plusieurs cultures et à travers ça, il y aurait plusieurs propositions de solutions. Donc c'est vrai que quand on voit des écosystèmes à succès comme l'écosystème américain ou l'écosystème européen qui commence à se mettre en place, c'est des écosystèmes qui attirent beaucoup les talents étrangers sur leur territoire. Pourquoi? Sur un premier plan, ça serait déjà parce que c'est des sociétés vieillissantes, c'est pas des sociétés qui peuvent produire de l'innovation actuellement, mais c'est aussi pour avoir une diversité, une richesse. Aujourd'hui, en Algérie, on commence à vivre ça par rapport à des Algériens qui ne le sont plus, des Algériens qui sont aujourd'hui français, parce que c'est les Français. Ils le sont toujours, hein. Ils le sont toujours. Il y a déjà qui ne le sont plus. Je voulais dire des Algériens à l'étranger ou des Algériens qui sont nés à l'étranger. En fait, franco-algérien, c'est déjà une évolution sémantique. C'est ce qu'on a fait évoluer, parce que nous l'avons fait évoluer depuis 2007 avant de parler de Nord. C'est assez intéressant parce que justement on parlait de ça, et c'est vrai que la diversité, pas de la diversité, c'est-à-dire que pas de la société, la diversité des personnes, parce que si on veut créer de l'innovation, il faut de la diversité. Et il faut des gens, parce que la diversité, c'est aussi des gens qui n'ont pas les mêmes codes. Et donc en réinterrogeant les codes, ils créent l'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu dis, et c'est pour ça que les Algériens qui viennent ici tenter leur chance, sont aussi victimes de ça, parce qu'ils sont considérés comme ne faisant pas partie du corps. Alors que c'est ça la discrimination, c'est de penser que des gens, par rapport à un parcours, une histoire, ne font plus partie d'un corps social. C'est comme ça qu'on discrimine les gens. Parce qu'à partir du moment où on est engagé dans une société en commun, on doit faire des efforts communs. On est tous, et je le dis, aujourd'hui, on est binationaux. C'est un problème pour ceux qui le vivent, mais c'est une richesse pour ceux qui le sont. Et parce que ceux qui le vivent, qui ne suivent pas, parce qu'on a l'impression d'être un cinquième problème, ici comme là-bas, on le voit bien, il dit quoi. On dirait que ce qui se passe en Algérie, c'est la faute des binationaux. Nous, on est pour rien, on n'a pas géré le pays. Hein. Et il faut qu'on revienne à ces questions-là. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. On essaie d'apporter notre contribution. Alors qu'on vienne sur une semaine, sur 15 jours, sur 6 mois, on essaie d'apporter une contribution parce qu'on est attaché à notre pays d'origine. Ça, les gens ont du mal à l'entendre. Comme les Français ont du mal à entendre que nous sommes Français loyaux aussi avec le pays d'accueil. Ça, c'est toujours une difficulté. Parce que nous sommes l'île de coopération. Mais justement, cette évolution sémantique, je pense que c'est là où vous voulez peut-être en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle plus de diaspora algérienne, parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'immigrés algériens. Tout à fait. Moi, quand je parle de ça, je ne prends pas l'aspect général ou politique et social, mais je parle vraiment de l'entrepreneuriat et de la façon dont ces personnes-là, comme d'autres, pour appréhender les phénomènes entrepreneuriaux ici. Quand je dis des Algériens de l'étranger ou qui ne le sont plus, c'est pas dans un sens social ou politique, c'est vraiment pour dire que c'est des gens qui n'ont pas été confrontés durant leur évolution, leur parcours scolaire et de tous les jours à des problématiques algériennes quotidiennes. C'est ça la richesse que nous cherchons, c'est des gens qui viennent lire plutôt les problématiques actuelles avec une posture de quelqu'un qui a d'autres codes sociaux, comme vous l'avez dit. C'est pour ça que dans un plan pragmatique, moi, une personne qui s'appelle Ali ou Mohamed, qui est né en France, qui a été éduqué en France. Mohamed Ali, non, pardon, c'est une blague. Voilà. C'est un boxeur, ça connaît le plus fort. Qui est né en France, qui a vécu toute sa vie en France et qui vient à l'âge de 30 ans en Algérie pour créer une entreprise, pour moi, c'est une bonne opportunité. Mais je ne peux pas dire que c'est un Algérien au sens entrepreneurial parce qu'il ne va pas. Il ne maîtrise pas tous les codes du quotidien algérien. Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est la synergie, on va être entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Tout à fait. C'est une synergie. C'est ça la richesse, parce qu'il n'aura pas les biais voilà. Et les lectures biaisées, au fait, des gens qui auront vécu toute leur vie ici. Et en fait, c'est ce qu'on appelle think out of the box. C'est quand on est dans la boîte noire, on voit la chose d'une certaine manière. Et quand on vient de l'extérieur, on apporte cette lecture disruptive. Et c'est ce que nous cherchons. Aujourd'hui, que vous avez vous de l'intérieur, les gens aussi, celui qui va à l'extérieur a besoin de votre grille de lecture pour comprendre aussi et réinterroger. Bien évidemment, sinon on n'aurait pas pensé à cette mixité. Quand je dis mixité, c'est pas aussi pour dissocier, mais c'est vraiment pour marquer la richesse et la diversité que nous cherchons. Aujourd'hui, on a cette potentialité d'avoir une grande diaspora
Donc imaginez le potentiel de la diversité qu'on pourrait avoir, parce que personnellement, j'estime que un territoire comme la France, par exemple, si la France veut aujourd'hui attirer des Français de l'étranger, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de Français à mixer avec des Français de France. Par contre, nous, c'est le contraire. On a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas en Algérie, qu'on pourrait connecter à des Algériens. Dans les matchs de Justement, d'ailleurs. Mais il faut être honnête quand même, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens cadres qui ont des diplômes, qui ont des capacités, qui sont venus en Algérie et qui ont trouvé toutes les possibilités. Il faut quand même être honnête de le dire. La discrimination, elle n'est pas uniquement de votre côté. Ici, parce que moi, j'ai vu dans certains dossiers des gens diplômés qui sont venus de la recherche, etc., au ministère de l'enseignement. Toutes les portes étaient fermées. Donc là aussi, il faudrait qu'ils ouvrent un petit peu vers ces gens-là. La discrimination en France, dans leur propre pays de discrimination, ça commence à faire une double discrimination et ça, c'est pas bon. Oui. Pour combattre les discriminations, ça doit se faire de tous les côtés. Vous avez parlé de bloc diaspora. La diaspora n'existe pas en France. Pourquoi? Parce que le gouvernement algérien ne l'a jamais voulu. Et ceux qui représentent là-bas peuvent se faire à travers les consulats, à travers les associations, à travers les ambassades et tout. Je suis désolé, certains qui le représentent là-bas, ils ne veulent pas cette diaspora. Ils sont incapables de l'organiser, contrairement à d'autres pays. Alors, la facture est lourde. Le coût des seules inégalités d'accès à l'emploi et postes qualifiés s'élèverait à une perte de 150 milliards d'euros. La réduction des discriminations représente donc une vraie réserve de croissance. Monsieur Zekri, aujourd'hui, un plan national aurait aussi le mérite de faire converger justice sociale et bénéfices économiques. Il le faut un plan national, il faut sortir justement de ce schéma et de cette crise-là. Si on ne s'en sort pas, ça va encore s'aggraver, les chiffres vont s'aggraver, vont monter. Donc par conséquent, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à essayer de faire disparaître ce phénomène. Et c'est très grave, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il serait souhaitable que tous les ministères intéressés puissent se mettre autour d'une table et trouver une solution. Parce que vous savez, c'est une question qui ne touche pas uniquement les ministères du travail, parce que vous avez les finances à côté que les riches, il faut un petit peu sortir, il ne faut pas sortir d'argent. Donc il faut une politique globale dans ce sens-là et dirigée soit sur instruction du président de la République ou par le Premier ministre qui, lui, est le chef de gouvernement, pour trouver une solution, parce que je pense que ça se tiraille de chaque côté et chacun a une vue différente de l'autre. Donc pour pouvoir arriver à rayer ce phénomène-là, il faut une politique cohérente et globale. Vous évoquiez tout à l'heure l'organisation de la diaspora et la difficulté justement d'organiser entre guillemets cette diaspora au-delà de nos frontières. Il faut savoir que dernièrement, le ministère algérien des Affaires étrangères a organisé des journées ici avec les Algériens établis au Canada, des journées auxquelles ont participé la crainte de la crainte, si je puis dire, à savoir 10 chercheurs qui se sont réunis à Alger pour des journées culturelles, des journées de réflexion également sur le quotidien de cette diaspora, de cette communauté algérienne établie à l'étranger. Je ne doute pas du tout de la volonté du ministre des Affaires étrangères pour arriver à réunir cette diaspora, faire venir des gens. Moi, je pense que la plus forte communauté, elle se trouve d'abord en France, en Belgique, ceux qui sont créés. Mais pour l'organiser, il faut laisser des personnes qui s'expriment. On les connaît, les gens qui s'expriment en France, qui parlent, qui défendent l'Algérie, etc. Non pas demander à un député, par exemple, allez, on va faire une réunion à Alger, il nous faut 10 personnes. Il amène ses copains et ceux qui ont voté pour lui. Il n'amène pas des gens qui veulent l'intérêt de l'Algérie. Et il y a des consuls qui peuvent travailler également là-dessus. Il y a l'ambassadeur qui peut de temps en temps réunir la communauté algérienne, enfin des cadres et discuter avec eux. Je suis désolé, on ne voit pas de telles réunions, on ne voit absolument rien, uniquement lorsqu'il y a des réceptions ou lorsqu'il y a certaines rencontres. On a une communauté algérienne qui est très importante. La chance, et je prise la double nationalité, ils peuvent faire basculer l'élection, parce qu'on est dragué actuellement, entre guillemets, par tous les candidats, pour essayer, même ceux qui insultent l'islam, ils viennent dans les mosquées, pour essayer d'avoir des voix. Donc je pense que l'Algérie peut faire jouer cette communauté qui est très forte, qui est de plus en plus politisée, parce qu'il faut écouter ce que maintenant les jeunes parlent, ce qu'ils disent, on parle de jeunesse. Malheureusement, moi je suis très déçu que cette diaspora n'ait pas été organisée. Nous avons des secrétariats d'État pour la communauté, 1, 2, 3, 4, et à chaque fois, ils
plupart, on n'entend pas. Certains sont venus juste pour dire des mensonges, ils sont partis. On n'a plus confiance. Vous parlez d'échéance électorale, justement. L'immigration, c'est un vrai facteur, finalement, un véritable enjeu électoral. Il y a un vivier de voix. Ouais. Non, mais c'est tout un enjeu. Mais il faut savoir, quand les équipes parlent de la communauté c'est pardon, et un vivier de voix, et en même temps quelque chose qu'on dit pour faire peur, le bouc émissaire. On est quand même 5 à 7 millions. Avec les petits-enfants, etc. Donc c'est conséquent, c'est pas n'importe quoi. Et moi je trouve que le désaccord, c'est que moi je pense pas que ce soit à gérer d'organiser. Je pense que le problème c'est pas de l'organiser, c'est de la laisser s'organiser. Je pense qu'on la laisse pas s'organiser. Parce que justement, on a peur de libérer la parole. Et alors que de toute façon, quand il y a des il faut déjà libérer la parole pour que les gens puissent avancer. Après, il est normal qu'on ait des divergences. On n'est pas uniforme. Mais il faut que ces divergences puissent s'exprimer. Mais il faut que quand on travaille, et d'ailleurs à l'époque on avait demandé un haut conseil des résidents à l'étranger, qui a été mis en place par décret, qui est resté bloqué, on ne sait pas pourquoi, à certaines fois qu'ils ne sont pas mis d'accord. Le plus grave, le décret a été fait par le président de la République. On a demandé, on a travaillé sur le texte, tout le monde fait des propositions, mais les gens devaient être élus. Donc il fallait se présenter devant les gens, proposer un programme. Et je ne sais pas s'il est bloqué, peut-être que les gens n'ont pas pu se mettre d'accord sur quel président, parce que c'est toujours le problème, c'est quand il y a des structures, tout le monde veut être président, tout le monde veut être dans la lumière. Le problème, c'est que c'est comme si dans une équipe de foot, tout le monde veut jouer attaquant, marquer des buts. Mais pour marquer des buts, d'ailleurs, on l'a vu avec le match hier qu'on a perdu, il faut quand même qu'il y ait des joueurs qui jouent, quoi. Il faut que derrière ça tienne, faut que regardez, c'est une équipe complète. On a du mal encore à travailler dans le collectif, mais dans le cadre de l'intérêt général. On essaie toujours de travailler dans ces petits intérêts particuliers, ce que disait Abdallah. Quand c'est tel, il amène les gens, on ne peut pas le lui reprocher, c'est de bonne guerre. Mais il faudrait que nous-mêmes, on dépasse ça. Et sur ce qu'il disait sur les discriminations, par contre, que l'on vit sur les deux rives, bien sûr, effectivement, qu'il y a il faut ouvrir. Il faut, quand on veut avancer dans un pays, quand on est en difficulté, et que ce soit aujourd'hui, on s'accorde à dire que l'Afrique, c'est l'enjeu de demain. Ouais. La France, par exemple, elle a une diaspora conséquente. Elle devrait au contraire faire sauter ce plafond de verre. Justement, on va revenir à la question des discriminations à l'embauche en France, mais juste avant, peut-être pour nos téléspectateurs, quelques repères, quelques marqueurs clés, puisqu'on parle d'immigration comme enjeu électoral. On va justement revoir ensemble, découvrir quelques dates clés dans l'histoire politique française, mais aussi dans l'histoire de la lutte contre le racisme, et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Diasporama, on s'intéresse à la question des discriminations raciales liées notamment à l'embauche. Il faut savoir que le marqueur religieux semble se superposer au marqueur racial, puisque pour 88% des femmes interrogées, 94% des hommes qui disent avoir été perçus comme arabes, ils ont aussi été considérés comme étant de confession musulmane. Donc l'origine, la consonance du nom, la couleur de peau et la religion sont les 4 principaux motifs apportés pour la discrimination à l'embauche. Monsieur Zepri, quelle lecture on fait de tout cela du côté de l'Observatoire contre l'islamophobie? La lecture qu'on fait, vous savez, ce sont des chiffres qui sont faux. Parce que même les Français, ils ne savent pas où ils habitent actuellement par rapport à l'islam musulman. D'abord, il y a à peu près dans les 5 millions de musulmans en France. Oui. Sur les 5 millions de musulmans en France, il y a à peu près 20% de pratiquants. 80% ne pratiquent pas. Pendant la période du Ramadan, etc., de 20% passe à 82%, parce que c'est une période sacrée. Alors, pour l'emploi, dès qu'il y a un CV avec un prénom arabe, avant c'était un immigré, un prénom. Maintenant, c'est plus un immigré, parce que l'islam fait peur. Donc, dès qu'on lit un consonance, c'est un musulman. Donc, c'est l'islam. On associe le prénom à la religion, l'islam, et l'islam, c'est la violence et le terrorisme. Voilà comment c'est perçu actuellement la situation des musulmans en France, qu'ils soient algériens ou peu importe, ou marocains ou tunisiens. Donc, par conséquent, c'est vrai qu'on associe ça avec l'islam et ça n'avance pas. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de 30 000 actes de discrimination. Là, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de gens qui travaillent, j'assiste avec eux à certaines séances. On n'arrive pas encore sur 30 000 à déterminer est-ce que cette discrimination est liée parce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est lié parce qu'il est noir? Est-ce qu'il est lié parce qu'il est femme? C'est une femme?
Est-ce que c'est lié par rapport, parce que les pratiquants ou non pratiquants, c'est assez difficile à déterminer et à trouver une qualification de chaque acte, parce que 30 000, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Et vous me parlez des actes au niveau de l'observatoire, je voudrais quand même si peut-être c'est pas l'émission, du 1er janvier au 30 septembre de cette année, nous sommes à 194 actes anti-musulmans. Et sur les 194 actes anti-musulmans, il y a eu 63 attaques contre des lieux de culte et 5 attaques contre des cimetières. Profanation des temples de musulmans. Oui. À l'heure où nous enregistrons cette émission, à l'heure où nous enregistrons, voilà, 9 jours après les terribles attentats de Paris et non, de après les attentats de Paris, est-ce que cela a eu une incidence, j'imagine? Après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, on a eu une augmentation de 1172% d'actes anti-musulmans par rapport à 2014. Ça par rapport au Bataclan et par rapport à ce qui s'est passé cette année donc à Nice, les chiffres n'ont pas beaucoup évolué. On pense pourquoi? Parce que quand même à Nice, il y a eu 35 Français de confession musulmane qui sont morts. Au Bataclan, la même chose. Donc ceux qui commettent ces actes ont dû analyser. Comme je leur dis toujours, le terrorisme est aveugle. Il frappe qu'ils soient musulmans ou juifs ou catholiques ou protestants. On a d'ailleurs une pensée pour toutes les victimes d'actes terroristes. Et cet anniversaire, nous avons fait une déclaration. Comme vous dites, on a une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. Et nous connaissons le problème du terrorisme, ce que je dis dans les conférences, parce que l'Algérie a eu la décennie noire. Nous avons subi le terrorisme avant eux, et à l'époque, ils se frottaient les mains de l'autre côté. La presse posait la question qui tue qui? On a été les victimes du terrorisme et victimes d'une presse raciste et contre le pays. Donc, par conséquent, on connaît le phénomène. Donc, tout cela, naturellement, crée la peur. Quand on parle d'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Et cette peur de l'islam engendre cette évolution grandissante des actes anti-musulmans. Et un autre point qu'il faudrait quand même que vous sachiez, et que ceux qui nous écoutent le sachent, c'est ce que j'appelle moi la cyberhaine. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a une violence inouïe. Quand on appelle au meurtre des dirigeants de l'islam, c'est sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et vous savez que c'est le point commun finalement entre l'islamophobie et la radicalisation, c'est qu'elles ont le même terrain d'expression, c'est Internet, c'est le lieu de radicalisation et c'est le lieu où se déchaînent les passions. Alors, a toujours dit qu'il faut faire attention. Et là, actuellement, on est en train de travailler, il y a une commission qui travaille, elle doit se réunir le 20 avec tous les présidents de CRCN, de France, pour essayer d'avoir un contre-discours de Daesh. Comment procéder à un contre-discours dans les médias, etc. Mais là, il faudrait que tout le monde s'y mette. Oui. Voilà. Lutter contre les préjugés, c'est aussi la mission de Seed Stars World. Alors, Seed Stars World, c'est une compétition de start-up qui est destinée aux pays émergents. Créée en 2013, ses fondateurs parcourent annuellement ces pays à la recherche de start-up porteurs de projets innovants, même de devenir un business model viable. Vous êtes donc, vous, M. Beziki, l'ambassadeur de Seed Stars Algérie. Tout à fait. Vous pouvez nous dire un mot déjà sur la start-up lauréate. D'ailleurs, le lauréat s'appelle Islam, donc c'est une jeune qui innove. Tout à fait, le lauréat s'appelle Islam Menchi. Il est cofondateur avec une autre personne qui s'appelle Abdelhamid. Ils ont créé une solution qui permet aux non-voyants de détecter les objets sur leur chemin, de détecter leur chemin via un applicatif sur téléphone portable. Donc c'est effectivement de l'entrepreneuriat social. C'est un entrepreneur tout aussi viable et économique et créateur de richesse. Et la compétition est ouverte à tout le monde? Même la compétition, tout à fait. Alors la compétition est ouverte à tout le monde. Nous n'avons pas de critères d'âge. Par contre, le seul critère, c'est la technologie. Il faut qu'il y ait un impact sur un bon nombre de citoyens, mais que ce soit via un outil technologique. Parce que nous croyons à deux choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat et la technologie. Si on arrive à créer des entrepreneurs dans la technologie qui permettent de faciliter la vie d'un grand nombre de citoyens algériens, maghrébins, africains ou citoyens du monde, c'est ça notre objectif. Et quand je dis technologie, c'est pas les technologies de l'information, de la communication au sens IT, mais c'est en fait aujourd'hui j'estime qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat non technologique. Parce que c'est vraiment une couleur qui est en train d'englober tout ce que nous faisons, toute notre vie, toutes les sphères de l'économie. Donc ça, c'est les critères. Bien évidemment, il y a des critères techniques par rapport à l'entreprise, par rapport au marché, au marketing et tout. Maintenant, pour revenir à Seed Stars World, effectivement, c'est une plateforme suisse
C'est une entreprise de droit suisse qui est établie à Lausanne, à Genève, mais la compétition se fait à Lausanne par rapport aux tendances de l'innovation qui sont à Lausanne, parce qu'il y a un grand pôle polytechnique, il y a beaucoup de polytechniciens, beaucoup d'innovation qui se fait là-bas, beaucoup d'entreprises, c'est un pôle industriel très important qui est là-bas, c'est pour ça que la compétition se tient là-bas. Mais le principe, c'est d'aller effectivement durant toute l'année vers des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Mexique, la Colombie ou l'Indonésie, pour trouver une start-up qui va gagner une compétition nationale, une compétition locale. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure dans ce pays, mais ça veut dire que c'est celle qui représentera mieux l'écosystème. Tout à fait. Parce que effectivement, je suis ambassadeur, mais la start-up, c'est elle qui est véritablement l'ambassadeur de son écosystème. Moi, je représente la population qui facilite l'activité des start-up, mais la start-up, c'est elle la star. C'est elle la créatrice de valeur, c'est elle l'ouvrière. Cette start-up, vous l'accompagnez, vous la coachez Alors comment ça se passe? Jusqu'à la grande finale? Nous la détectons ici en Algérie. Cette année, par exemple, nous avons eu 12 start-up qui ont été shortlistées. Sur les 12, nous avons fait... Tout à fait, oui. Nous appelons toutes les start-up qui remplissent un certain nombre de critères à participer en s'inscrivant sur un site web. Nous shortlistons, donc nous sélectionnons 12 que nous invitons à venir chez nous une semaine avant la compétition. Nous les accompagnons sur 2 journées pour les homogénéiser, on va dire, sur leur façon de pitcher, de présenter la solution, sur le public pour les préparer, avec un pool d'experts nationaux mais aussi internationaux. Et à l'issue de ces 2 journées, nous les invitons à venir sur une autre journée où se tient la compétition. Alors l'impact sur la compétition par rapport à la compétition locale, c'est qu'il y a un panel de jurys internationaux et nationaux aussi, mais c'est aussi le public. Parce que pour un bon nombre de startups, c'est la première fois qu'ils sont devant une scène de 100, 200 ou 300 personnes, qui ne sont pas un public innocent, mais c'est soit des investisseurs, soit des chefs d'entreprise, des décideurs, des diplomates, parce qu'il y a la couleur diplomatique. Et si ça, c'est aussi quelque part un petit peu une forme de diplomatie parallèle, j'ai envie de dire, une diplomatie qui se fait là par l'innovation. Tout à fait. En fait, nous essayons de représenter l'écosystème algérien à l'étranger, mais aussi de défendre le start-up technologique en Algérie par rapport à un échantillon de décideurs diplomatiques, si vous voulez, pour que eux-mêmes, une fois en mission à l'étranger, défendraient probablement l'écosystème technologique algérien. Aujourd'hui en Algérie, moi-même, je suis contacté plusieurs fois par des responsables de section économique au niveau d'ambassade, qu'elles soient européennes ou autres, pour me dire, écoutez, notre pays propose tel et tel avantage pour les entrepreneurs. Si vous connaissez des entrepreneurs innovants, veuillez les inviter à participer à tel concours qui se tient à Lausanne, par exemple. Du coup, un accès média, et quand on évoque l'Algérie, du coup, à travers les médias, là, ce serait pour parler d'entrepreneuriat, d'innovation, ce qui change un petit peu, parfois les thèmes qu'on voit dans les médias à l'étranger, n'est-ce pas, Clément? Oui, moi je trouve, là on parle effectivement de beaucoup de jeunes, même en France, s'orientent à la création d'entreprise. Alors là, on parle de nouvelles technologies qui sont celles de demain, tout le monde le sait. On va aller vers la high-tech, la domotique, la robotique, tout ça, ça va être c'est normal que les startups se concentrent sur ce qui est l'avenir. Mais il y en a aussi qui font des petits commerces, qui font du jury, etc. Et ce que je disais tout à l'heure, quand vous parlez effectivement des préjugés de représentation, je pense qu'il faut aussi parler d'hypocrisie. Aujourd'hui, on qualifie effectivement les gens sous la forme de musulmans. En réalité, depuis le départ, c'est les enfants des anciennes colonies qu'on essaie de disséminer. Et donc, on les qualifie comme on veut. À l'arrivée, c'est toujours les victimes. Parce qu'on regardera que, globalement, pour prendre les différentes choses, c'est les victimes. Et ce qui est paradoxal, ce que disait aussi par rapport aux startups, ce que disait, c'est que aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que l'Afrique, c'est là où les enjeux de demain sont en Afrique. C'est l'avenir, c'est ce pôle-là. Et les grands chantiers, vous savez que quand on dit l'État, il faut qu'il investisse, il faut faire des plans Marshall, il faut avoir les possibilités de faire des grands travaux. Vous savez, par les autoroutes, il y en a déjà beaucoup. Et les voitures, alors que par exemple l'Algérie, rien qu'en termes de rails, c'est énorme comme projet d'avenir pour relier les pays entre eux, parce que vous savez, pour faire sens, il faut que les gens puissent se relier. Aujourd'hui, il faudrait qu'on relie le Sud, etc. L'Afrique, l'électrification de l'Afrique, quelque chose que de 26%, gouvernement chantier. Et ils ont les meilleurs ambassadeurs, par les ambassadeurs à vos soldats, mais ils ont les meilleurs ambassadeurs, c'est les enfants de cette diaspora. Ces enfants-là, le problème qui se pose, c'est qu'il faut qu'ils acceptent que
changer le regard sur l'Afrique, qu'on aille vers une vraie coopération. Au lieu de les discriminer, il faut au contraire mieux de les mettre en avant, de les aider, parce que justement, c'est eux qui vont être les ambassadeurs, les passerelles vers les pays d'origine, parce qu'ils n'en connaissent pas tout, mais ils ont déjà des codes, ils ont déjà des prérequis qui leur permettent d'être plus à l'aise que d'autres pour construire les passerelles. Et donc, vous voyez le paradoxe. Et donc, je disais, la discrimination, c'est aussi avant tout une affaire quand même d'hypocrisie. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, par exemple, dans la part du CV anonyme. Le CV anonyme, moi, j'étais un des rares qui disait, et j'ai beaucoup d'amis, moi, je suis contre parce que c'est détourné de l'objet. En réalité, il faut faire cette distinction. Quand je dis, quand vous enlevez le nom, le prénom, l'adresse, il reste les écoles. Et en fonction des écoles, vous savez très bien d'où vient la personne. Donc on retire quoi? On rend une page blanche à la fin. Et alors que le CV, c'est fait pour quoi? C'est fait pour justement sortir la sève, la compétence de ce que les gens s'intéressent. Sauf que les gens s'arrêtent au nom, au prénom. Donc il faut combattre les préjugés. Soit on est dans un programme. La charte pour la diversité, justement. Alors la charte pour la diversité qui a été signée par les syndicats, oui, enfin pour moi, alors je sais, c'est toujours un acquis. Oui. Mais moi, je suis pas très gadget. Vous savez, je suis plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle des contrôles faciaux, etc. Le problème, c'est que si on ne change pas les mentalités dans la police, si on ne peut pas cesser les préjugés de représentation, on peut toujours mettre en place tous les gadgets qu'on veut. Ce sera de l'euphémisme. Vous savez, quand on a parlé de discrimination à l'époque, vous savez qu'on a changé de discrimination raciale par la diversité. C'était plus gentil, ça fait mieux. Vous savez, je fais de la diversité. C'est violent, mais ça montre la violence parce que ceux qui la vivent, eux, sont violentés. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Et je pense qu'il y a... Vous évoquiez, les contrôles faciès. Un petit rappel pour nos téléspectateurs. Il faut savoir que l'État français vient d'être reconnu responsable pour des contrôles d'identité jugés abusifs dans un communiqué publié le 8 novembre. La Cour de cassation et je cite un contrôle d'identité fondé sur les caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée sans aucune justification objective préalable et discriminatoire. Il s'agit d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Alors, petit rappel, ils étaient l'affaire remonte à 2013. 13 personnes attaquent l'État, estimant avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité fondé uniquement sur leur apparence physique, à savoir une origine africaine ou nord-africaine réelle ou supposée. C'est une victoire, monsieur Zekri? Vous savez, quand vous avez un jeune dans un quartier qui se fait contrôler 4-5 fois dans la journée, excusez-moi, il pète le pont par le même policier, donc il le sait, il a déjà vu. Là, on parle de 13 personnes. C'est une goutte d'eau, parce que les discriminations et les contrôles aux faciès, c'est par centaines. C'est pas mais 13 personnes qui obtiennent gain de cause, c'est un début. Voilà, ça peut être un petit pas qui va ouvrir une porte. Ça va donner à réfléchir à ceux qui font ces contrôles. Ça va également permettre aux langues de se délier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi je ne porte pas plainte, parce que ça ne sert à rien, ça sera classé ». D'ailleurs, ces 13-là, en première instance au tribunal correctionnel, le juge a dit « il n'y a rien à voir ». Oui, il n'y a que 5 personnes qui ont, les autres ont été rebutées. On appelle. Oui. La première fois, les 13, ils ont été déboutés, ils ont été en appel, 5 ont été condamnés par la cour d'appel. Donc les avocats, ils ont considéré, c'est dans le même cas, pourquoi 5 et pas les 13, ils sont allés en cassation, ils ont obtenu gain de cause des 13. Ce jugement, montre maintenant il y a une indépendance au niveau de la justice, parce qu'il y a une guerre quand même en France entre police et justice, il y a par rapport aux manifestations, etc. Une grande victoire, je cite, selon Maître Félix de Belloin, l'avocat des plaignants, une grande victoire, on sort de plusieurs années de non-droit en matière de contrôle. C'est vrai que c'est une grande victoire pour 13 personnes. Maintenant, je pense que les policiers vont faire attention. Comme dit Akinouli, il va de soi, des fois c'est choquant, parce qu'on rencontre les jeunes, on discute avec eux. Quand on dit jamais tu as été contrôlé 5 fois dans la journée, c'est dans différents quartiers. Non, dans le même quartier, c'est la même voiture de police. Ils relèvent les numéros des voitures, c'est la même voiture de police. Donc ce contrôle, ça... Et puis vous savez, quand vous prenez des jeunes, moi j'ai vu des jeunes dans une ville où j'habite à Nîmes, dans les rues piétonnes où c'est absolument rien, 4 jeunes qui viennent des cités se font plaquer contre le mur, palper. Tous les Français sont arrêtés, ils regardaient, ils disent ces jeunes, ils ne viennent pas. Or, ils n'avaient rien sur eux. Et les flics après, il leur a dit circuler. Mais j'ai vu, elle avait les larmes aux yeux. Comment voulez-vous, ce jeune-là ne se révolte pas? Bien sûr. Ne révolte pas. La seule chose, si vous me permettez, je voudrais dire une chose. Concernant les Algériens en France, ils peuvent être en désaccord avec le gouvernement algérien. Ils peuvent être en désaccord avec ce qui se passe. Mais chaque fois qu'il y a un article dans la presse, ou qu'il y a une déclaration télévisée contre l'Algérie, ou chaque fois qu'il y a des événements, il y a une unité qui se fait, même s'ils sont contre. Ils ont mis, comme on dit, l'honneur de l'Algérie. Là, ils n'ont rien compris, c'est ce côté de la Méditerranée. Ils n'ont rien compris. C'est ça. Ils ont quand même le nationalisme. Dès que l'Algérie est attaquée par la presse, par la télévision et tout ça, il y a un sursaut dans toutes les villes de France en même temps. Et personne ne leur dit. Il y a l'ambassade, le consulat. C'est instinctif chez eux.
c'est franchement l'amour pour le pays. Là, il faut qu'ils comprennent cela, que nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée, et l'Algérie est notre pays, et on n'a pas de leçon à recevoir de personne, ici en Algérie, ni là-bas. Ça, c'est bien dit, monsieur Zekri. Akli Melouli, on va arriver à la fin de notre émission, mais avant de quitter, j'aimerais qu'on évoque un mot sur les différentes actions qui sont menées par l'espace franco-algérien pour lutter justement contre les préjugés. Il y a eu cette selle à Marseille pour le 8 mai 1945, également pour le 17 octobre, pour la marche. La marche aussi, oui. Pour la dignité. La marche pour l'égalité. L'égalité. La marche pour l'égalité. À l'époque, ils ont galvaudé. Mais alors, c'est la marche. Ce que dit Abdellah est important. Alors, il faut aussi que nous, on soit vigilants quand on disait les actions qu'on mène. On mène des actions, par exemple, comme BFM a fait ce moment en disant des combattants islamistes quand il s'agit d'Algérie. On s'est indigné, on a pollué leur boîte mail, on a mis en place des stratégies d'action pour justement les faire revenir. Ils ont d'ailleurs sont excusés parce qu'on ne peut pas leur dire des terroristes à un endroit et des combattants à un autre endroit, parce que c'est là aussi où commence la discrimination. Ça veut dire que quelque part, ils nous assimilaient comme si que nous étions une guerre entre nous. Enfin, vous voyez, il faut faire attention. Alors nous, là, on va d'ailleurs, sur le 17 octobre, on soutient l'initiative de Patrick Kouchi, qui est le député des Bouches-du-Rhône, président de l'amitié France-Algérie, qui a pris, qui veut déposer un projet de loi. Alors bien sûr, sur les sinistres, ça ne va pas, mais c'est le principe pour justement la reconnaissance du 17 octobre comme crime d'État. Donc là, on soutient. On va demander à tous nos adhérents, et voilà, 17 octobre, on va demander à tous nos adhérents, et tous, je le dis, sur les territoires, d'écrire à leurs députés pour demander ce qu'ils pensent et sa position par rapport à ça, parce qu'il va y avoir des élections, et c'est le droit de vote, et on l'a, on vote, donc on va effectivement exprimer la reconnaissance, parce que c'est une question de reconnaissance. On a effectivement une selle sur le 8 mai. Alors, ce qui est intéressant quand tu parles de la selle, c'est que celle du 8 mai, nous, on a posé une stèle, toutes les communautés communistes n'ont jamais été arrachées. Elle a été arrachée 3 fois. Comme un refus catégorique qu'on puisse poser une stèle sur le 8 mai et dire qu'il y a eu des crimes qui ont été commis, des massacres qui ont été commis, etc. Donc ça, c'est un truc. Et effectivement, sur les discriminations, on a effectivement une batterie d'avocats. On a une avocate d'ailleurs qui est l'avocate aussi de l'Observatoire, Maître Dia, qui va travailler sur une plateforme avec des avocats pour que justement, aujourd'hui, on va se mobiliser, on va mobiliser des fonds pour qu'on ne laisse plus rien passer. Chaque fois parce que je crois que la seule chose que les gens comprennent, c'est quand on les tape au portefeuille. Et nous, on va le faire parce qu'il y en a marre, effectivement, d'être toujours de discriminer. Et Abdallah a raison. Alors, une initiative qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Nous, on parle de patriotisme. Le patriotisme, vous savez, c'est pas l'enfermement, c'est l'attachement. C'est l'amour du pays. Merci, on arrive à la fin de notre émission. Avant de quitter Shamsiti Bézitoun, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Sisters Algérie. Un mot sur les projets, la grande finale peut-être de Sisters déjà. Juste avant la grande finale, j'aimerais, pour aller dans la continuité et dans la logique de l'émission, vous faire un petit témoignage très rapide d'un Algérien qui vit en France, qui a vécu toute sa vie en France, et depuis quelques temps, il commence à venir en Algérie pour des vacances. C'est des vacances qui commencent à devenir beaucoup plus récurrentes. Et il a vu qu'il y avait un encombrement assez handicapant pour se déplacer en ville, sortir et rentrer vers Alger. Il a créé une solution qui s'appelle Chetaka. Et c'est une des startups qui ont participé à Sisters World. Quand je dis, écoute, l'écosystème startup parisien, c'est pas des plus inertes, pourquoi ne pas lancer ta startup là-bas? Il m'a dit non, je peux le faire à Alger. Pourquoi? Parce que je veux vivre à Alger et je veux m'établir en Algérie. Je sais que ma startup, j'y crois. En fait, un entrepreneur, quand il crée une startup, c'est vraiment son bébé. Et l'un des challenges, c'est qu'il s'en éloigne pour pouvoir la vendre. Et donc, c'est pour vous dire que c'est très très important. Et allier le territoire à son bébé, il voudrait donner naissance à son projet sur le territoire algérien. C'est de ça que je parlais tout à l'heure quand j'ai dit la richesse qui vient de chez nous, mais d'ailleurs. Merci à vous. Notre émission va toucher à sa fin. Une émission que l'on dédie ce soir à une personne qui nous a quittés. Il s'agit de Malek Jebel, anthropologue des religions, qui est décédé samedi à Paris à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie. Et à Sigle en 1953, le défunt avait entamé son cursus universitaire en Algérie. Avant de poursuivre ses études à Paris, il était connu pour ses réflexions sur l'islam, pour être l'auteur du concept d'islam des Lumières. Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels le dictionnaire des symboles musulmans, le dictionnaire encyclopédique du Coran, l'islam expliqué. Il a d'ailleurs traduit le Saint-Coran en français. Voilà, Malek Jebel, une perte. Là, on a une pensée très émue pour lui ce soir. Un homme qui avait également beaucoup fait pour le dialogue interreligieux. Et je laisse le soin à M. Abdellah Zekri de conclure et de dire peut-être un mot sur Malek Jebel. Écoutez, Malek Jebel, c'est quelqu'un quand même
qui était dans le paysage religieux en France. Nous avons eu plusieurs rencontres, nous avons eu plusieurs débats. Des fois on était d'accord, des fois on n'était pas d'accord. Il a été une référence par rapport à certains chercheurs, à certaines personnalités françaises qui voulaient se renseigner sur l'islam, avec naturellement ce terrorisme galopant, etc. Des gens qui voulaient comprendre. Et il a fait pas mal de déplacements pour signer ses livres. On a échangé. C'est quelqu'un qui a compté dans le paysage de l'islam en France, et non pas de l'islam de France, que je n'ai jamais connu, que je ne reconnaîtrai jamais. Donc par conséquent, oui, c'est vrai, il est mort jeune. Ça, c'est notre loi tous, c'est Dieu qui décide. Et pour conclure, je voudrais juste dire une chose également, c'est que vous savez, il va y avoir les élections en France. Nous avons constaté que le débat porte beaucoup sur l'identitaire. Au niveau de CFCM, nous avons préparé un courrier. Dès que les primaires seront terminées, nous allons adresser un courrier à tous les candidats pour leur dire de s'exprimer sur le problème de l'islam en France et leur demander d'arrêter les attaques et de faire un programme politique et d'arrêter de cibler l'islam et les musulmans parce qu'on commence à en avoir vraiment marre. Et cette lettre va partir bientôt. Ça sera une lettre ouverte qui sera naturellement, qui va paraître dans la presse et que chaque candidat va recevoir en main propre. Merci à vous, messieurs. Diasporama touche à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur Canal Algérie.